Les hommes se croient libres parce qu'ils sont ignorants des causes qui les déterminent. Baruch Spinoza. Il y a une chose que presque personne n'aime entendre parce qu'elle touche directement à l'image que l'on se fait de soi-même. Cette chose, c'est que la plupart de nos décisions ne sont pas vraiment des décisions, elles sont des réactions. Tu crois avoir choisi, mais en réalité, quelque chose en toi a répondu à une situation avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Et ensuite seulement, ton esprit est intervenu pour raconter une histoire cohérente. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu fait exactement ce que tu t'étais juré de ne plus faire ? Combien de fois as-tu pris une décision que tu savais mauvaise pour toi, pour ensuite te demander comment tu avais pu en arriver là ? À chaque fois, la même conclusion revient : j'aurais dû faire autrement. Et avec elle, la culpabilité. Mais Spinoza poserait une question beaucoup plus dérangeante. Pouvais-tu réellement faire autrement, dans cet instant précis, avec ce que tu étais alors ? La culture moderne adore l'idée du choix. Elle te répète que tu es maître de tes décisions, que tu contrôles ta trajectoire, que chaque instant est une bifurcation. Cette idée est séduisante parce qu'elle donne un sentiment de puissance, mais elle a un coût immense. Elle transforme chaque réaction en faute morale, chaque automatisme en faiblesse personnelle, chaque répétition en échec de caractère. Spinoza refuse ce cadre, non pas pour t'excuser, mais pour comprendre. Pour lui, une décision n'apparaît jamais dans le vide. Elle est le résultat d'un état du corps, d'un état de l'esprit, d'un ensemble d'expériences passées, de peurs présentes et d'anticipations futures. Lorsque tu choisis, tu ne fais qu'exprimer à cet instant précis la configuration des forces qui te traversent. Et tant que tu ignores ces forces, tu appelles liberté ce qui n'est qu'une réaction organisée. C'est précisément pour cela que certaines décisions te semblent irrationnelles après coup. Non pas parce que tu as perdu la raison, mais parce que la raison n'était pas seule aux commandes. Ton corps avait déjà évalué la situation. Ton affect avait déjà incliné la balance. Ton esprit est arrivé ensuite pour justifier. Spinoza dirait que l'homme n'est pas trompé par ses émotions, mais par l'idée qu'il se fait de leur rôle. Cette manière de voir est profondément inconfortable. Elle t'enlève l'illusion d'être un sujet souverain, capable de s'extraire de lui-même à volonté. Mais elle t'offre en échange quelque chose de plus rare, une possibilité de lucidité. Tant que tu crois choisir librement, tu te condamnes à répéter sans comprendre. Tant que tu crois que ta décision est première, tu ne regardes jamais ce qui la précède. Spinoza ne dit pas que tu es prisonnier, il dit que tu es déterminé. Et ce mot aujourd'hui est presque toujours mal compris. Être déterminé ne signifie pas être condamné à l'immobilité. Cela signifie être inséré dans une chaîne de causes. La différence est essentielle. Un prisonnier est empêché d'agir. Un être déterminé agit, mais selon des lois qu'il ne choisit pas. Et c'est précisément là que tout commence. Lorsque tu réagis par peur, par habitude, par désir de reconnaissance, par évitement de la douleur, tu n'es pas en train de mal choisir. Tu es en train d'exprimer une nécessité intérieure. La tragédie, ce n'est pas cette nécessité. La tragédie, c'est de la prendre pour une liberté, puis de te juger pour elle. Spinoza verrait là une double ignorance. Ignorance des causes et ignorance de toi-même. À ce stade, une résistance se forme naturellement. Une pensée surgit. Si je ne choisis pas vraiment, alors qui agit ? Cette question semble profonde, mais elle repose encore sur l'idée qu'il devrait exister un moi séparé, pur, libre de toute influence.
Spinoza va s'attaquer directement à cette idée, et ce qu'il va montrer est encore plus dérangeant que le simple déterminisme. Car ce n'est pas seulement que tu réagis souvent, c'est que ton idée même de toi-même est construite à partir de ces réactions. Et tant que tu ne vois pas cela, tu te bats contre une image, pas contre une réalité. C'est ce déplacement que nous allons faire maintenant. Lorsque Spinoza parle de l'homme, il ne commence jamais par le moi. Il ne commence pas par l'identité, ni par la personnalité, ni par l'image que chacun se fait de lui-même. Il commence par les causes. Et c'est précisément ce point qui déstabilise. Car nous avons pris l'habitude de croire qu'il existe quelque part en nous un centre stable qui décide, qui tranche, qui gouverne. Un je clair, souverain, capable de dire oui ou non indépendamment de ce qui le traverse. Spinoza regarde cette idée avec froideur et pose une question simple. Où est-il, ce centre? Et comment agit-il réellement? Dans l'expérience concrète, ce « moi qui décide » apparaît toujours après coup. Tu ressens une impulsion, une attirance, une peur, une résistance. Tu agis. Et ensuite seulement tu dis « j'ai décidé ». Mais la décision n'est pas l'origine, elle est la conclusion. Elle est le récit que l'esprit construit pour donner une cohérence à ce qui s'est déjà produit. Spinoza ne dit pas que ce récit est faux, il dit qu'il est incomplet. Et tant que tu le prends pour l'origine réelle de tes actes, tu te racontes une histoire qui te rend opaque à toi-même. Cette idée est difficile à accepter parce qu'elle semble menacer l'identité. Si le moi n'est pas ce centre souverain, alors qu'est-il? Spinoza répond sans détour, le moi est un effet. Un effet complexe, certes, mais un effet tout de même. Il est le résultat d'un certain ordre de pensées, d'émotions, de souvenirs, de désirs qui se succèdent selon des lois précises. Il n'y a pas derrière cela une entité séparée qui tirerait les ficelles. Il y a un processus. Ce point est souvent mal compris, car on y voit une négation de la subjectivité. En réalité, Spinoza ne nie pas l'expérience intérieure, il la replace. Il montre que ce que tu appelles ton identité n'est pas une substance fixe, mais une configuration temporaire de force. Et cette configuration change en permanence. Lorsque tu dis « ce n'est pas moi, d'habitude je ne fais pas ça », Spinoza dirait que c'est précisément toi, dans cet instant précis, déterminé par un certain ensemble de causes. Cela explique pourquoi certaines décisions te surprennent toi-même, pourquoi tu te reconnais parfois à peine dans ce que tu fais ou dis. Ce n'est pas parce que tu es incohérent ou instable, c'est parce que tu changes continuellement, en fonction des rapports que tu entretiens avec le monde. L'erreur consiste à croire qu'il existe un vrai moi caché derrière ces variations, qui serait le seul légitime. Spinoza voit là une fiction rassurante, mais dangereuse. Cette fiction alimente une lutte intérieure constante. Tu passes ton temps à comparer ce que tu fais à ce que tu penses devoir être. Tu te reproches de ne pas correspondre à ton propre idéal. Et plus cet idéal est abstrait, plus la violence intérieure augmente. Spinoza ne te demande pas d'abandonner toute exigence. Il te demande de fonder cette exigence sur la compréhension, pas sur l'illusion d'un moi hors du monde. Dans la vie moderne, cette confusion est amplifiée par le discours sur l'authenticité. On te dit de « sois toi-même », comme s'il existait un noyau pur à découvrir et à exprimer. Spinoza inverserait la formule. Il dirait plutôt « comprends ce que tu es en train de devenir », non pas pour te figer, mais pour voir les forces qui te transforment. L'authenticité n'est pas une essence à révéler, c'est une lucidité sur les causes qui te constituent à chaque instant. Cette manière de penser change profondément le rapport à l'échec et à la répétition. Si tu te vois comme un sujet libre qui échoue à bien choisir,
chaque erreur devient une faute personnelle. Si tu te vois comme un être déterminé qui ignore encore certaines causes, chaque répétition devient une information, non pas une excuse, mais un point de départ. Tu ne te demandes plus « Pourquoi suis-je comme ça ?» mais « Qu'est-ce qui produit cela encore et encore ?» C'est ici que le regard commence à se déplacer, lentement, subtilement. Tu cesses de te juger comme un individu défaillant et tu commences à t'observer comme un processus. Et ce déplacement, aussi froid qu'il puisse paraître, est souvent la première fissure dans les cycles qui semblaient impossibles à briser. Pas parce que tu décides enfin correctement, mais parce que tu vois enfin ce qui décide à travers toi. Mais une inquiétude persiste. Si le moi n'est qu'un effet, si les décisions sont des réactions organisées, alors où se situe la possibilité de changement réel ? Spinoza n'esquive pas cette question. Il y répond de manière radicale, en introduisant une idée que nous avons déjà frôlée, mais pas encore pleinement exploitée. La différence entre être mu par des causes extérieures et agir à partir de causes que l'on comprend. C'est là que le véritable déplacement commence. Spinoza établit une distinction qui change entièrement la manière de comprendre le changement humain. Il ne demande pas si tu es libre ou non. Il demande par quoi tu es déterminé. C'est là que tout se joue. Être déterminé par des causes extérieures que tu ne comprends pas, ce n'est pas la même chose qu'être déterminé par des causes que tu connais et intègres. Dans les deux cas, il y a nécessité. Mais dans un cas, tu subis, dans l'autre, tu agis. La plupart de ce que nous appelons agir n'est en réalité qu'une réaction raffinée. Tu réponds à une attente, tu évites une peur, tu poursuis une reconnaissance, tu reproduis un schéma familier. Ces mouvements sont efficaces à court terme, mais ils laissent souvent une impression étrange après coup, une fatigue, un vide, comme si quelque chose avait agi à ta place. Spinoza dirait que ce sentiment n'est pas une illusion. Il est le signe que l'action n'était pas vraiment tienne, mais le produit de causes extérieures dominantes. Agir, au sens spinoziste, ne signifie pas imposer sa volonté au monde. Cela signifie être cause adéquate de ce que l'on fait. Une cause adéquate est une cause que l'esprit comprend clairement. Lorsque tu agis à partir d'une cause adéquate, ton action découle de ta propre nature comprise et non d'une pression extérieure mal intégrée. Tu es toujours déterminé, mais tu l'es parce que tu connais de toi-même. Et cette différence est décisive. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils imaginent que comprendre enlève de la force, qu'analyser affaiblit l'élan. Spinoza soutient exactement l'inverse. Ce qui affaiblit, ce n'est pas la compréhension, mais la confusion. Un désir confus te tire dans plusieurs directions à la fois. Une peur mal comprise te fait agir contre toi-même. Une colère opaque te pousse à des gestes que tu regrettes. La clarté, même froide, rassemble. Elle rend l'action plus cohérente, plus stable, moins dispersée. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de manière très concrète. Tant que tu dis « je n'ai pas eu le choix », tu fermes la question. Tu te places soit en victime, soit en coupable. Mais lorsque tu te demandes « quelles causes ont rendu cette action nécessaire pour moi à ce moment-là », tu ouvres un espace d'intelligence, non pas pour te juger, mais pour voir. Et voir, chez Spinoza, est déjà une transformation. Ce déplacement est exigeant, parce qu'il t'enlève des refuges confortables. Tu ne peux plus te cacher derrière la fatalité absolue, ni derrière la liberté magique. Tu
Tu dois regarder des déterminations concrètes, ton corps, ton environnement, tes habitudes, tes relations, tes peurs, tes attentes. Et tu dois accepter que certaines d'entre elles t'affaiblissent, tandis que d'autres te renforcent. Cette lucidité n'est pas agréable, mais elle est opérante. C'est pour cette raison que Spinoza accorde tant d'importance à la connaissance de soi, mais pas au sens introspectif moderne. Il ne s'agit pas de fouiller indéfiniment son passé ou ses émotions. Il s'agit de comprendre comment tu fonctionnes ici et maintenant, comme un être naturel pris dans des rapports de force. Cette compréhension n'est jamais totale, elle est toujours partielle. Mais chaque pas vers plus de clarté réduit la part de réaction aveugle. Beaucoup de gens cherchent le changement dans un acte décisif, une rupture spectaculaire, un grand choix. Spinoza ne croit pas à ces moments. Pour lui, le changement réel est presque imperceptible. Il se produit lorsque tu commences à être cause de ce que tu fais, même légèrement. Lorsque tu agis un peu moins par peur, un peu moins par automatisme, un peu plus par compréhension. Ce n'est pas héroïque, c'est cumulatif. À ce stade, une confusion persiste souvent. Si l'action véritable repose sur la connaissance, cela signifie-t-il que tout se joue dans la tête, que comprendre suffit? Spinoza est très clair, non. La connaissance n'est pas séparée du corps. Comprendre modifie aussi ton rapport corporel au monde. Tes réactions physiologiques, tes tensions, tes élans changent avec la clarté. L'esprit et le corps ne sont pas deux royaumes distincts. Ils sont deux expressions d'une même réalité. Cette unité explique pourquoi certaines prises de conscience produisent un soulagement physique, presque immédiat. Non pas parce que le problème est résolu, mais parce qu'une lutte inutile cesse. Tu ne te bats plus contre ce que tu es en train de faire. Tu commences à agir à partir de ce que tu comprends. Et ce glissement, aussi discret soit-il, marque l'entrée dans une autre manière de vivre. Mais cette manière de vivre soulève encore une question essentielle. Si agir consiste à augmenter sa puissance par la compréhension, comment reconnaître ce qui l'augmente réellement et ce qui la diminue sous couvert de plaisir ou de réussite? C'est là que Spinoza introduit une distinction fondamentale entre la joie et la tristesse, qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Lorsque Spinoza parle de joie et de tristesse, il ne parle pas de morale ni de bonheur au sens moderne. Il parle de puissance. Et cette précision change tout. La joie, pour lui, n'est pas un sentiment agréable parmi d'autres. C'est le passage d'un état de moindre puissance à un état de plus grande puissance d'agir. La tristesse est l'inverse, un passage vers une moindre puissance. Ces mouvements ne sont pas des opinions, ce sont des variations réelles dans ta manière d'exister. Dans la vie quotidienne, cette distinction est presque toujours brouillée. On confond la joie avec le plaisir immédiat et la tristesse avec la douleur évidente. Mais Spinoza serait beaucoup plus attentif aux effets à moyen et long terme. Certaines choses procurent du plaisir tout en diminuant ta puissance. Elles t'excitent, te distraient, t'anesthésient, puis te laissent plus faible, plus dépendant, plus confus. D'autres choses ne sont pas immédiatement agréables, mais elles augmentent ta cohérence intérieure, ta stabilité, ta capacité à agir. C'est là que se situe la véritable ligne de partage. Cette perspective est profondément dérangeante pour une société qui valorise la performance, l'intensité et la satisfaction rapide. Beaucoup de comportements socialement valorisés reposent en réalité sur une diminution progressive de la puissance. L'agitation constante, la comparaison permanente, la recherche de validation, l'hyper-contrôle donnent l'illusion de l'action, mais produisent souvent de la tristesse au sens spinoziste. Non pas parce qu'ils sont moralement mauvais, mais parce qu'ils fragmentent l'être. Spinoza ne condamne pas ces comportements, il les explique. Il dirait que si tu poursuis ce qui t'affaiblit, ce n'est pas par stupidité ou par vice,
c'est parce que tu associes encore ces choses à une augmentation de puissance. Ton esprit établit des liens inadéquats entre certaines images, certaines promesses et l'idée de ce qui te rendrait plus vivant. Tant que ces liens ne sont pas interrogés, tu continues à désirer ce qui te diminue. C'est ici que la notion de bien et de mal est entièrement renversée. Le bien n'est pas ce qui est prescrit de l'extérieur. Le bien est ce qui concrètement augmente ta capacité à comprendre et à agir. Le mal est ce qui la réduit. Cette définition n'est ni relativiste ni arbitraire. Elle est immanente à la vie elle-même. Elle exige une observation honnête de tes propres mouvements, sans idéal abstrait. Ce renversement a une conséquence directe sur la manière dont tu juges tes propres choix. Au lieu de te demander si tu as fait le bon ou le mauvais choix selon une norme extérieure, tu peux te demander « Cette action m'a-t-elle rendu plus cohérent, plus clair, plus capable d'agir ? Ou m'a-t-elle laissé plus dispersé, plus dépendant, plus confus ?» Cette question est beaucoup plus exigeante que la morale, car elle ne te permet pas de te réfugier dans des justifications toutes faites. Dans ce cadre, beaucoup de conflits intérieurs prennent un autre sens. Tu peux désirer quelque chose qui te rend triste, non parce que tu es contradictoire, mais parce que ton désir est encore attaché à une idée inadéquate de ce qui te renforce. Spinoza ne te demande pas de supprimer ce désir par la force. Il te demande de le comprendre suffisamment pour qu'il se transforme. Et cette transformation ne se fait pas par interdiction, mais par déplacement de la compréhension. Cela explique pourquoi la volonté seule échoue si souvent. Vouloir sans comprendre, c'est opposer une force fragile à un réseau de causes plus puissant. Comprendre, au contraire, modifie le réseau lui-même. Lorsque tu vois clairement qu'une chose te diminue, non pas en théorie, mais dans ton expérience vécue, ton rapport à cette chose change. Le désir perd de sa force non parce qu'il est réprimé, mais parce que son fondement se dissout. Cette manière de vivre demande du temps. Elle n'offre pas de résultats immédiats. Elle n'est pas spectaculaire. Mais elle produit une stabilité rare. Tu cesses progressivement de courir après des intensités qui t'épuisent et tu deviens plus sensible à ce qui augmente réellement ta puissance, même de manière discrète. Cette sensibilité est l'un des signes que tu n'es plus seulement en train de réagir. Il reste cependant un dernier point à éclairer. Si la joie véritable est liée à la compréhension, si l'action véritable est liée à la clarté, quel est l'état vers lequel tout cela tend ? Spinoza ne s'arrête pas à une éthique du quotidien. Il décrit un état plus général, où l'esprit cesse de se heurter sans cesse au monde tel qu'il est. C'est cet état que nous allons maintenant aborder pour conclure. Lorsque Spinoza parle de l'état vers lequel tend la compréhension, il ne parle ni de sagesse héroïque, ni de détachement absolu, ni d'une vie sans conflit. Il parle d'une lucidité stable, un état dans lequel l'esprit cesse de se vivre comme un centre assiégé par le monde et commence à se comprendre comme une partie de l'ordre des choses. Cette lucidité n'est pas euphorique, elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, presque sobre, mais elle transforme profondément la manière dont tu vis ce qui t'arrive. Dans cet état, tu continues à ressentir des émotions, tu continues à désirer, à craindre, à espérer parfois. La différence, c'est que ces mouvements ne te définissent plus entièrement. Tu ne te confonds plus avec eux. Tu les vois comme des expressions nécessaires de ta situation à un moment donné, dans un ensemble de causes plus larges. Et cette vision, même partielle, réduit la violence intérieure. Non pas parce que la vie devient plus douce, mais parce que la lutte contre la vie s'apaise. Spinoza ne promet jamais la maîtrise totale. Il sait que l'être humain reste toujours exposé à des forces plus grandes que lui.
mais il montre qu'il existe une différence immense entre être ballotté par ses forces et les comprendre suffisamment pour ne plus les vivre comme des injustices personnelles. Ce déplacement change le rapport au regret, à la culpabilité, à la honte. Tu ne te demandes plus sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu te demandes « qu'est-ce qui a rendu cela nécessaire ?» Et cette question, répétée calmement, finit par modifier ta manière d'exister. Dans cette perspective, l'idée même d'échec se transforme. Un échec n'est plus la preuve que tu as mal choisi. Il devient l'indicateur que certaines causes sont encore mal comprises ou trop puissantes pour être intégrées pour l'instant. Cela ne t'excuse pas, cela te situe. Et être situé pour Spinoza est toujours préférable à être perdu dans l'illusion de la liberté absolue. C'est peut-être là le point le plus difficile à accepter. Tu n'es pas libre comme on te l'a dit. Tu ne choisis pas à partir de nulle part. Tu réagis souvent avant de penser. Mais cette constatation n'est pas une condamnation. Elle est le point de départ d'une autre manière d'agir, une manière plus lente, plus lucide, moins violente envers toi-même. Spinoza dirait que l'homme devient plus libre à mesure qu'il comprend ce qui le détermine. Pas parce qu'il échappe à la nécessité, mais parce qu'il cesse de la subir aveuglément. Cette liberté n'est jamais totale, elle est toujours relative. Mais même relative, elle change la texture de la vie. Elle introduit une forme de calme qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a peut-être une chose très simple que tu peux essayer. Ce n'est pas une règle, ni un exercice quotidien, ni une promesse de transformation rapide. La prochaine fois que tu te surprendras à dire « j'ai encore réagi », au lieu de t'en vouloir ou de te justifier, fais une chose presque imperceptible. Remplace cette phrase par une question silencieuse. Demande-toi simplement quelle cause principale était à l'œuvre en moi à cet instant. Pas pour la condamner, pas pour la corriger immédiatement, juste pour la voir. Ce geste minuscule ne change pas tout, mais il déplace déjà ton rapport à toi-même de la culpabilité vers la lucidité. Spinoza dirait que ce déplacement, aussi discret soit-il, est déjà une forme d'action, et peut-être l'une des plus difficiles à maintenir dans un monde qui te pousse sans cesse à réagir plus vite que tu ne comprends. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.